Soyez les bienvenus dans Économie Le Mac sur i24 News. Voici les titres de cette édition. Un gouvernement pris de court, des exportations en péril. La Libye, 8e réserve mondiale de pétrole, ne contrôle plus l'intégralité de ses terminaux gaziers et pétroliers. Une situation presque prévisible depuis que les mouvements indépendantistes gagnent en influence. Tripoli a-t-il les moyens d'inverser la tendance? Nous ferons le point avec Emmanuel Navon. Et puis du sport business en seconde partie d'édition avec un projet de tunnel de 23 km pour un demi-milliard d'euros au Brésil. À 1000 jours du coup d'envoi des JO de Rio, les grands travaux animent la vie économique du pays. Mais à l'heure où le Brésil souffre toujours d'infrastructures souvent obsolètes, le gouvernement a-t-il eu le sens des priorités? On voit tout cela dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Et pour commencer, l'essentiel de l'actualité économique. Et on s'intéresse d'abord à ce qui est présenté comme étant peut-être le plus violent typhon de l'histoire contemporaine, en tout cas 10 000 victimes, 4 millions de sinistrés. Le typhon Haiyan va coûter, selon les experts, 14 milliards de dollars à l'économie philippine. À l'ONU, on estime que les dégâts sont comparables à ceux du tsunami de 2004 dans l'océan Indien. Pour la 6e année consécutive, les frais liés aux tempêtes, aux intempéries se chiffrent en centaines de millions de dollars pour le pays. Chaque année, les typhons coûtent à Manille l'équivalent de 2% du PIB national en productivité, en récolte perdue et en reconstruction. Une situation qui n'est pas prête de s'améliorer puisque les Philippines constituent le 3e pays le plus vulnérable aux conséquences du réchauffement climatique. On reste en Asie. L'économie chinoise est sur le point de terminer l'année 2013 en roue libre, plus 10,3% sur un an pour la production industrielle en octobre, 9,7% de progression sur les 10 premiers mois de l'année. Et puis autre signe de reprise, le chiffre d'affaires des exportations a atteint le mois dernier 185,4 milliards de dollars. C'est un bond de 5,6% par rapport à l'an dernier. Les ventes de détail ont gagné, elles, 13,3% sur un an, toujours en octobre, plus 20,3% pour les ventes de véhicules sur la même période. On est très largement au-dessus des objectifs. Enfin, les investissements en capital fixe confirment leur vigueur, en hausse là aussi de 20% sur un an pour la période janvier-octobre. Du coup, les prévisions de croissance ont été revues à la hausse à 7,6% contre un objectif de 7,5%. Le Maroc veut dynamiser ses provinces du Sud, un programme de développement ambitieux, 140 milliards de dirhams, 12 milliards d'euros vont être investis sur 10 ans. Objectif, créer 120 000 emplois, réduire de moitié le taux de chômage et doubler le PIB des 3 régions concernées, Dakhla, Laayoune Boujdour et Guelmim Smara, une vaste zone désertique dans le Sahara occidental où les tensions politiques et l'absence de résolution de la part de l'ONU freinent le développement. Alors l'État doit garantir un tiers du financement, un tiers aussi pour le secteur privé, et le reste sera assuré par un partenariat public-privé. Rabat veut mettre l'accent sur les infrastructures. Les chantiers doivent débuter dans quelques semaines. On prend des nouvelles de la Grèce. La mobilisation anti-austérité ne faiblit pas. Hier soir, vous le voyez, plusieurs milliers de militants du parti d'opposition gauche radicale Syriza s'étaient rassemblés devant le Parlement à Athènes pour dénoncer la poursuite des politiques de rigueur. Dans le même temps, les députés débattaient d'une motion de censure contre l'actuel gouvernement. Elle a été rejetée. Les manifestants ne désarment pas pour autant. La situation est sans espoir, mais nous essayons de rester optimistes tant que nous resterons unis pour nous battre. Les 1 200 € de retraite que je percevais au début ont été réduits à 870 €. Ça fait une grande différence. Enfin, c'est une ardoise vieille de près de 20 ans maintenant que l'État français entend cette fois effacer, celle du Crédit Lyonnais. Bercy a confirmé hier son intention de solder par anticipation la dette contractée en 1995 lors du naufrage de l'établissement bancaire. À la clé, un emprunt de 4,5 milliards d'euros sur les marchés financiers. Une décision qui intervient avec un an d'avance puisque la dette est exigible au 31 décembre 2014. Une solution conforme à l'intérêt des finances publiques selon le ministère de l'Économie et des Finances. La déroute du Crédit Lyonnais aura coûté au total 14,7 milliards d'euros aux contribuables français. Jamais sans doute depuis la chute de Mouammar Kadhafi il y a 2 ans, la menace d'une scission de la Libye n'a semblé aussi proche. Après la proclamation d'indépendance de la Cyrénaïque, c'était en juin dernier, c'est cette fois une partie des terminaux pétroliers du pays qui échappe aux autorités de Tripoli. Dans l'Est, une milice séparatiste a annoncé la semaine dernière la mise en place d'une compagnie pétrolière indépendante du gouvernement central. Alors quelles conséquences pour une économie soutenue aux 2/3 par son secteur pétrolier? Avant de retrouver Emmanuel Navon, on regarde ses explications d'Anthony Lesme. C'est un nouveau coup dur pour l'État libyen. Un mouvement d'autonomie dans l'est de la Libye s'est emparé de plusieurs ports et a formé une compagnie pétrolière régionale.
conséquence d'une contestation sociale et politique qui a fédéré milices, tribus et fonctionnaires et qui a pris de court le Premier ministre libyen. En raison du retard dans la réouverture des gisements de pétrole, l'État va se retrouver impuissant, parce que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour le travail ou simplement pour vivre, mis à part le pétrole. Et le budget a été prévu sur la base du revenu national, en partie dû au pétrole. Un budget qui pourrait être plombé si l'Italie, qui importe 25% du pétrole libyen, cherchait d'autres voies de ravitaillement dues à une insécurité galopante. Alors que le pétrole compose 65% du PIB et rapporte jusqu'à 95% des revenus de l'État, le Premier ministre fixe un ultimatum. Les manifestants ont en effet une semaine à 10 jours pour libérer les installations pétrolières. Toutes les brigades et des groupes armés qui ne sont pas alliés à l'armée, après le 31 décembre, n'auront ni budget ni récompense. C'est un message clair qui leur est destiné, en rapport avec ce qu'il s'est passé vendredi. Je ne pense pas que quiconque va nous reprocher de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ce genre de scène tragique. Quel poids donner aux menaces du gouvernement ? Empêtré dans des luttes claniques et un regain d'insécurité, sa marge de manœuvre semble faible et les critiques fusent. Je crois que le gouvernement n'a mis en œuvre aucun plan pour contenir la grande prolifération des armes. Au contraire, il a donné de l'argent aux militants pour acheter des armes. En fait, le gouvernement n'a pas de plan, il n'est pas très performant et ne soutient ni l'armée ni la police. L'instabilité chronique de la Libye ne permet pas de profiter de l'énorme potentiel pétrolier du pays. Tripoli dispose en effet de 48 milliards de barils, les réserves les plus importantes du continent africain. Une manne qui ne profite toujours pas à la population et au développement du pays. Voilà, et la Libye est aujourd'hui un pays classé à risque en matière d'investissement. Et après une guerre civile dévastatrice, on le sait, eh bien, le marché de la reconstruction est très convoité. Europe, Chine, Turquie ou même certains pays du Maghreb. Alors reste à savoir quelle garantie peut offrir Tripoli. Et on l'a vu, elle semble fragile aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Emmanuel Navon, politologue, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors au vu des troubles actuels et au vu du poids du pétrole sur le PIB libyen, est-ce qu'on peut dire que c'est l'économie libyenne dans son ensemble qui est sérieusement menacée aujourd'hui? D'abord, il faut bien comprendre que la Libye n'est pas vraiment un pays. C'est un pays artificiel qui avait été créé par le ministère italien des Affaires étrangères au début des années 30. Et avec la guerre civile à la fin du régime de Kadhafi, le pays s'est divisé entre l'Est et l'Ouest. C'est une économie qui aujourd'hui est une pétroéconomie, c'est-à-dire qui dépend pour la quasi-totalité de ses revenus sur le pétrole. Et cette dépendance est vis-à-vis essentiellement de l'Europe. Or, depuis la guerre civile, il y a des problèmes dans l'exploitation des ressources pétrolières libyennes, et ce qui menace effectivement aujourd'hui l'économie dans son ensemble. Et politiquement, comment la Libye peut-elle empêcher un commerce du pétrole libyen parallèle, comme on vient de le voir? Peut-il y avoir une forme de solidarité internationale de la part de l'Italie ou d'autres pays européens qui ne laisseront pas tomber la Libye? D'abord, l'expérience prouve qu'il n'y a pas de solidarité internationale lorsqu'il s'agit des ressources énergétiques, qu'il s'agisse du pétrole ou du gaz naturel. On le voit en particulier au sein de l'Union européenne elle-même vis-à-vis du gaz naturel russe, où il n'y a aucune solidarité entre les pays, et où chaque pays essaie de signer des contrats bilatéraux séparés avec la société Gazprom en Russie. C'est vrai a fortiori vis-à-vis de la Libye. Il n'y aura pas, à mon sens, de politique européenne commune vis-à-vis du pétrole libyen. Chaque pays essaiera de tirer son épingle du jeu, en particulier les Italiens, du fait de leurs intérêts et de leur passé colonial en Libye. Mais encore une fois, cela dépendra également, essentiellement, de la capacité de la Libye à renouveler ses exportations avec, après la destruction partielle de son infrastructure pétrolière à la suite de la guerre civile. Et vous pensez que les autorités libyennes ont les moyens à elles seules d'assurer un retour à la sécurité, de rassurer en tout cas les partenaires économiques de la Libye? Non, parce qu'il n'y a pas véritablement d'autorité libyenne. Il y a finalement de facto deux pays en Libye qui se disputent le pouvoir. Il y a une instabilité politique sans précédent quasiment dans le monde arabe, qui est encore pire qu'en Irak. Et donc par conséquent, je ne vois pas de possibilité réaliste qu'un gouvernement stable dans les prochains mois et les prochaines années puisse réassurer son autorité. On l'a vu avec le kidnapping il n'y a pas longtemps du Premier ministre libyen. Et par conséquent, l'avenir de la Libye aujourd'hui est véritablement
il y a un véritable point d'interrogation. C'est justement à cause des ressources pétrolières de ce pays que l'OTAN, en particulier la France et la Grande-Bretagne, étaient intervenus militairement à la fin du régime Kadhafi pour s'assurer le flot pétrolier de Libye. Mais aujourd'hui, ce flot n'est pas assuré à cause de l'instabilité politique et au vu des échecs incessants des États-Unis dans le monde arabe ces dernières années, on voit difficilement comment les États-Unis, aujourd'hui cette administration Obama, pourrait réussir là où il ne cesse d'échouer dans le monde arabe. Merci Emmanuel Von pour toutes ces précisions. Et on surveillera attentivement l'évolution des cours du pétrole, l'Iran et la Libye donc, qui contribuent à tirer les prix vers le haut. Voilà, direction l'Amérique du Sud, 30 milliards de dollars, c'est au minimum ce que coûtera au Brésil l'organisation du mondial de foot l'an prochain et des JO en 2016. Avec cette question qui inquiète les Brésiliens, le gouvernement a-t-il fait l'effort de voir plus loin que les 6 semaines que dureront au total les 2 événements? Tous espèrent que ces projets faramineux profiteront bel et bien à la population une fois l'effervescence retombée. Retour sur les premiers coups de dynamite qui ont retenti ce week-end à Rio de Janeiro pour marquer l'ouverture d'un vaste chantier. Johanna Citruc. Plusieurs explosions retentissent. À 1000 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2016, Rio inaugure un de ses plus grands chantiers. Il s'agit du Transolympique, un tunnel routier de 23 km pour relier les futurs sites olympiques entre eux. Première étape, le dynamitage des roches. Le gouverneur de l'État, Sergio Cabral, et le président du comité organisateur, Carlos Nuzman, ont enfoncé ensemble le bouton qui a déclenché la première détonation. Cette construction a une importance historique et fondamentale. Ça sera un héritage pour le peuple. Pendant le projet de candidature, tout le monde dans la ville était impliqué pour défendre les Jeux Olympiques. Ce projet concernait 4 zones précises et montrait de quelle façon il pourrait profiter à toute la population. Mais une telle infrastructure a un prix. Environ 1,6 milliard de réals, plus de 500 millions d'euros. Un coût supplémentaire qui s'ajoute à une addition déjà particulièrement salée. Car en plus des JO de 2016, le Brésil organise la Coupe du monde de football de 2014. Et pour certains, les mesures prises en vue de ces 2 événements n'ont pas été pensées à long terme. Tout a été pensé pour ces occasions, mais pas pour après. Nous disloquons des milliers de gens pour ces projets d'urbanisme qui seront désuets dans 10 ans. Et nous cherchons les modèles de développement urbain 20-25 ans en arrière au lieu de se projeter dans le futur. C'est un problème majeur pour les villes brésiliennes. Je pense que lorsque les étrangers viendront visiter le pays, ils réaliseront que nous sommes en train de passer à côté de l'opportunité de nous servir de la Coupe du Monde pour améliorer nos villes dans le futur. Une occasion manquée pour améliorer des infrastructures souvent fatiguées, usées. Entrer et sortir de notre aéroport négligé et délabré sera un vrai défi. Il n'est absolument pas capable de supporter une Coupe du Monde. Des aéroports délabrés et des transports publics vétustes. Pourtant, en juin, le gouvernement augmente le prix du billet de métro et de bus de près de 7%. Résultat, le pays devient le théâtre de violentes manifestations. En réponse, plusieurs villes font machine arrière. Et le mois dernier, la présidente brésilienne Dilma Rousseff décide d'un nouveau plan. 1,74 milliard d'euros pour améliorer les transports en commun dans la plus grande ville du Brésil, Sao Paulo. Voilà pour le Brésil, on va passer à la France pour le Media Watch. Et la France, elle fait parler d'elle avec sa nouvelle note souveraine, un cran de perdu, un de plus en moins de 2 ans. Alors ce double A est-il une sanction méritée? Johanna Citruc nous a rejoint. Bonjour Johanna. Bonjour. Johanna, certains maîtres de la finance mondiale ne sont pas d'accord avec le verdict de Standard & Poor's. Oui, la note de la dette souveraine de la France est donc passée de AA+ à AA. D'après Standard & Poor's, la France n'aurait pas engagé les réformes nécessaires pour améliorer ses perspectives à moyen et long terme. Mais tous les économistes, donc comme vous l'avez dit, ne sont pas d'accord avec cette dégradation et particulièrement un économiste. Il s'agit de Paul Krugman, quand même, le prix Nobel d'économie en 2008. Et donc, il s'est empressé de défendre la France sur son blog qui est hébergé par le site internet du New York Times. Et pour lui, le risque de défaut de paiement de la France n'a pas changé, il n'a pas augmenté. Et Standard & Poor's a en fait agi par idéologie. Alors, il argumente ensuite en disant que les agences de notation n'ont aucune information particulière, pas plus que les autres, sur l'état des finances
finances françaises sur la solvabilité en fait du pays. D'ailleurs, les projections du FMI, du Fonds monétaire international, jusqu'en 2018 pour la France ne sont pas particulièrement mauvaises. Elles sont même meilleures que celles de la Grande-Bretagne. En tout cas, Johanna, cette réaction a fait des heureux du côté de Matignon. Oui, le compte officiel de Matignon a envoyé un tweet pour promouvoir donc la tribune de Paul Krugman, sauf que le lien était précédé de quelques mots « in the face Standard & Poor's », c'est-à-dire « dans ta face Standard & Poor's ». Évidemment, le message provoquant, le tacle a été rapidement retiré et comme l'explique Le Figaro, il s'agit d'une erreur de manipulation entre un compte personnel et le compte officiel de Matignon. Merci Johanna, à demain pour une nouvelle revue de presse. À demain. Merci d'avoir été avec nous. Fin de cette édition. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et l'info continue. Restez avec nous.